Bonjour, bienvenue pour ce webinaire de l'usine digitale en partenariat avec IBM. On va parler aujourd'hui d'intelligence artificielle et de la façon dont on peut l'utiliser pour améliorer l'efficacité opérationnelle à travers l'automatisation des processus. Alors pour parler de ça, je suis aujourd'hui avec Frédéric Tastet d'IBM. Frédéric Tastet, vous êtes en charge de l'équipe Digital Business Automation. Donc, votre travail consiste à aider justement les entreprises qui souhaitent automatiser leurs processus. Tout à fait, tout à fait. D'abord, bonjour, et merci en fait d'organiser cet événement. En effet, en charge de l'équipe qui propose une plateforme d'automatisation pour aider justement à atteindre ces objectifs d'efficacité opérationnelle. Voilà, la plateforme Business Automation Intelligence, tout à fait, dont on va parler pendant ce webinaire. Et on sera accompagné aujourd'hui de Julien Kopp de Deloitte. Donc vous êtes en charge de la Digital Factory, qui est une entité qui a pour but d'assister la digitalisation de l'entreprise, de Deloitte, mais aussi de vos clients. Oui, bonjour. Effectivement, la Digital Factory a été créée pour aider l'entreprise, donc Deloitte, à se digitaliser dans tous les services et puis accompagner nos clients sur plusieurs axes. Donc l'automatisation des processus, qu'on appelle la RPA et d'autres technologies, les technologies cognitives, le cloud et la data et le DevOps. Donc vous voyez, c'est assez large, mais effectivement, on a tous ces profils réunis dans une seule équipe et on gagne effectivement en rapidité pour intégrer des solutions comme celle d'IBM, par exemple, dans un SI existant. Très bien. Alors, pour démarrer, première question, Frédéric Tastet, cette plateforme dont on a parlé, ouais. Business Automation Intelligence, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans les grandes lignes de quoi il s'agit? Oui, bien sûr. Il s'agit d'une plateforme qui va posséder ou proposer différentes capacités d'automatisation au niveau des processus au sens large. Le propos est de pouvoir adresser en fait ce qu'on va retrouver dans une entreprise. Dans une entreprise, ça va être une suite de quoi? De tâches répétitives qu'on va réaliser. Et donc là, on va pouvoir proposer des solutions de RPA qui va permettre de pouvoir automatiser ces tâches répétitives. On va retrouver quoi aussi dans une entreprise? Une suite de décisions. Les décisions que vous êtes amenés à prendre parce que vous devez décider d'être en règle avec certaines contraintes réglementaires ou décider d'être en règle par rapport à votre stratégie commerciale de proposition de produits. Eh bien, on va pouvoir les automatiser avec des solutions du type règle métier qui va pouvoir reprendre une expertise et l'automatiser. Et bien sûr aussi tout ce qui va être autour des processus, parce qu'on va pouvoir automatiser un processus long d'instruction pour une souscription par exemple. Et donc ça, ce sont en fait les instruments qu'on propose justement à nos partenaires comme Deloitte pour pouvoir avancer dans les stratégies des entreprises, d'améliorer leur efficacité opérationnelle, mais aussi l'expérience qu'ils vont délivrer. Vous parlez de RPA 2.0 pour qualifier cette plateforme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi est-ce qu'on va plus loin qu'avec un RPA classique avec cette plateforme? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, le RPA a amené beaucoup de choses positives. Premier point, ça a amené en fait finalement une prise de conscience dans les directions générales que la technologie est un levier de transformation. Et un levier de transformation qui va permettre d'accélérer justement ce côté efficacité opérationnelle, qualité, coût, productivité, mais aussi l'expérience. Et donc le RPA se cantonne à pouvoir automatiser des tâches répétitives. L'autre chose, c'est qu'une fois qu'on a commencé à mettre en place ce type de chantier, on se dit que ça serait intéressant de pouvoir étendre cette promesse sur d'autres sujets. Et des fois, il s'agit de tâches ou d'actions qui sont un peu plus complexes. Et là, pour le coup, il faut une solution qui soit augmentée. Augmentée parce qu'on va pouvoir vraiment capitaliser sur l'ensemble des technologies de l'intelligence artificielle et d'autres solutions d'automatisation. Je vais prendre un exemple simple. Voilà, on va prendre l'exemple suivant. Une plateforme de recommandation. On a une discussion avec un client dans le domaine bancaire qui souhaite mettre en place un moteur de recommandation. Il a bien vu qu'avec le RPA, il ne pouvait pas forcément l'adresser. Il a bien vu qu'il serait intéressant de pouvoir comprendre ce qui a pu être fait dans le passé pour avoir une prédiction sur l'appétence d'un client sur un produit ou un service, et aussi par rapport à son profil de risque que le client peut avoir. Eh bien, il a vu aussi qu'en pouvant s'appuyer sur des technologies du type règle métier pour récupérer l'expertise de recommandation que la banque a et l'automatiser, il peut faire quelque chose. Eh bien, il couple ces technologies de prédiction
et d'automatisation de décision. Et là, en fait, il va encore atteindre un autre niveau d'excellence opérationnelle. D'accord, grâce à l'intelligence artificielle, donc. Julien Cobb, vous parlez de façon un peu plus générale de RIA, c'est ça, pour la robotisation intelligente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Oui, alors effectivement, chez Deloitte, on a investi beaucoup dans la robotique process automation, la RPA. Moi, ça fait une dizaine d'années que c'est mon cœur de métier. Avant d'être chez Deloitte, j'étais chez un éditeur de logiciels. Et puis, l'année dernière, on parlait de robotique et cognitive automation. Donc, on était en train de dire, on va faire de la robotique liée à du cognitif. Et puis, cette année, on parle plutôt de robotique et intelligent automation, ce qui couple en fait un ensemble de technologies. Donc, on va retrouver la robotique, on va retrouver les moteurs de règles, on va retrouver des solutions cognitives. Et en fait, autour de ça, je serais pas complètement surpris que l'année prochaine, on parle d'intelligent automation et qu'on laisse un peu tomber le terme de robotique. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la robotique permet de prendre en main une décision qui a été faite par le système. Donc en fait, le système, c'est souvent une décision qui est prise par un moteur de règles ou par une solution cognitive, et puis la RPA va l'actionner dans les systèmes. C'est le bras armé, finalement, des solutions qu'on déploie. Mais de plus en plus, effectivement, on déploie des solutions qui vont avoir ces différentes composantes technologiques. Pour reprendre des exemples assez précis, on accompagne aujourd'hui un assureur dans toute la chaîne autour de sa gestion des des constats automobiles. Donc vous avez des accidents et puis vous avez des gens sur le bord de la route qui vont remplir des constats. C'est pas toujours très bien écrit. Et aujourd'hui, pour autant, on arrive avec des solutions cognitives à extraire la donnée automatiquement de ces constats et actionner la suite du processus avec de la RPA et d'autres types de plateformes directement dans les systèmes d'information. On fait ça sur de l'écrit manuscrit, de l'écrit qui a été scanné, digitalisé. On va faire ça sur des emails. Donc on accompagne aussi un autre assureur. Il reçoit 160 millions d'emails par an de ses clients. Il nous dit, si vous êtes capable de faire 20% des emails de manière automatique, quelles que soient les technologies que vous allez mettre en œuvre sous 3 mois, je suis preneur. On arrive à faire 37% en moins de 3 mois, et puis de manière itérative, on va venir ajouter aux capacités de ces solutions. Et aujourd'hui, je pense qu'une plateforme comme celle d'IBM, finalement, va participer de ce mouvement, notamment en permettant une stratégie outillée autour de cette intégration de ces différentes technologies. Et pour reprendre un terme qui était assez important tout à l'heure, on a parlé d'industrialisation. Ce qu'on voit bien, c'est que aujourd'hui, la data science dans les entreprises a besoin, à un moment, d'être outillée pour pouvoir aller vers de l'industrialisation. Il y a beaucoup de choses et très belles choses qui sont faites dans les entreprises. Ça marche sur le poste de travail du data scientist, mais après, quand on veut faire en sorte que ça tourne 300 000 fois dans la journée, on a en général un petit problème d'industrialisation. Et donc, ces plateformes-là vont aider, je pense, à ce mouvement. Au même titre, finalement, que partir vers ce qu'on appelle RIA, de plus en plus de cognitive sur la solution de robotique, a beaucoup de sens aujourd'hui, puisque c'est une intégration claire, précise, de l'intelligence artificielle dans les systèmes d'information et dans les process des entreprises. Ouais. Donc une des difficultés, vous venez d'en parler, une des difficultés, c'est de passer à l'étape d'industrialisation. Justement, une fois qu'on a réussi à faire des prototypes, mettre en place quelques fonctions d'automatisation, ça va être plus compliqué de la faire fonctionner réellement. Donc le but de la plateforme BI, Business Automation Intelligence, d'IBM, c'est justement de répondre à cette question-là et de donner des clés, de donner des outils pour industrialiser plus facilement ces solutions. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. En fait, tout ça a été très bien dit. En fait, c'est une plateforme qui va permettre de pouvoir aussi bien répondre à une phase d'expérimentation, mais surtout de pouvoir très vite se projeter à une phase d'industrialisation, sans avoir en fait à chaque fois une sorte de coupure qui peut aussi freiner en fait le côté passage rapide à l'échelle. Et en ça, une fois qu'on a dit ça, c'est bien d'avoir ces composants, mais ce qui est important, c'est d'avoir en fait la méthodologie et l'expertise. Et c'est pour ça que pour nous, c'est important de nous appuyer, par exemple, sur Deloitte, parce que sans sachant, on n'a pas un instrument qui va donner en fait la pleine mesure de sa capacité à sortir un son agréable, en tout cas qui va correspondre à ce qu'on attend. Et c'est les éléments qui sont nécessaires. Et là-dessus, il y a vraiment une approche qui est itérative, qui est aussi de monter en puissance d'une phase d'expérimentation qui se veut plus légère,
à une phase de, on va dire, validation, où on va commencer en fait à être plus en pilote, et ensuite à passer vraiment à une phase d'industrialisation pour que le bénéfice à la fin qu'on apporte soit vraiment le plus partagé, ou en tout cas le plus répandu possible dans l'entreprise. Mais là-dessus, je pense que Julien a beaucoup plus de retours que moi sur ces méthodologies. Un des points très importants, si on veut mettre en place une solution d'intelligence artificielle, c'est de l'alimenter avec des données. Oui. Alors, quels sont les prérequis pour les entreprises que ça pourrait intéresser pour se lancer là-dedans, mettre en place cette plateforme? Qu'est-ce qu'il faut avoir déjà pour pouvoir l'alimenter avec les données nécessaires? En fait, tout part déjà à la base du cas d'usage, que finalement, encore une fois, on fait quelque chose, c'est pour répondre à un problème. Donc, il faut pas se tromper de discussion. Des fois, on dit, tiens, je veux des données, je veux des données, je veux des données, mais d'abord, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, quid du périmètre de cas d'usage qu'on veut adresser? Et ce cas d'usage va définir en fait le pool de données qui nous est nécessaire. Ensuite, ce pool de données va définir aussi la taille de la problématique. Est-ce qu'on est tout simplement sur une problématique qui nécessite vraiment à mettre en place une infrastructure spécifique parce qu'on a de grosses volumétries, on a besoin en fait des interactions très rapides, des temps de réponse qui sont très courts, ou tout simplement on peut rester sur des systèmes existants tels qu'ils sont actuellement avec des bases de données relationnelles ou autres types de bases de données. Donc une fois qu'on a défini cela, en fait, on peut commencer à projeter le cas d'usage dans son contexte et commencer à vraiment échanger avec les porteurs fonctionnels sur qu'est-ce qu'ils ont, comment ils opèrent, comment ils fonctionnent, appréhender comment ça peut s'améliorer et ensuite décliner les premiers prototypes qui permettent de valider en fait notre sentiment de bonne phase ou de bonne réponse, et ce qui permet encore une fois de valider notre apprentissage, de valider l'expérience, en tout cas le bénéfice qu'on peut apporter, et après passer à une autre étape. Les difficultés, parfois peut-être, c'est le fait que les données sont souvent, avec les systèmes d'information existants, les données sont souvent réparties en silos à cause des différentes applications. C'est un des points que vous souliez. Oui, là-dessus. alors moi je crois qu'il y a quelques axes qui ont fait le succès de la RPA. Donc le premier, c'est évidemment la capacité à automatiser des interfaces utilisateurs existantes. Donc on ne demande pas de nouvelles interfaces ou de nouveaux droits sur le SI, ou on ne demande pas la création de nouvelles choses. On dit, si vos opérateurs humains sont capables de faire, votre robot RPA sera capable de faire en utilisant exactement les mêmes interfaces. Donc ça, c'est évidemment le premier axe de succès. Et pourquoi? Puisque en fait, sur un processus métier, malheureusement, on se rend compte que sur quelque chose d'aussi simple que gérer la fermeture d'un compte client dans une banque, il faut passer dans une quinzaine d'applications. Donc aujourd'hui, ça prend chez certains de nos clients à la main 55 minutes à 1 heure de fermer un compte client, avec des risques d'oubli de l'opérateur humain, et uniquement puisque cette data, elle s'est retrouvée finalement séparée dans des silos, un pour la facturation, un pour la gestion de la relation client, un pour les comptes épargne, un pour l'assurance, et ainsi de suite. Et finalement, ce robot, ce qu'il fait, c'est qu'il désilote dans un premier temps cette information, puisqu'il est capable de la récupérer. Et donc c'est un élément de réponse parfois, si on veut avoir un time to market assez court et être capable de livrer une solution rapide. C'est une des réponses, on dit, plutôt que d'avoir un grand data lake sur lequel on va mettre 5 ans à le créer, on va utiliser des robots pour aller chercher la donnée et la donner à la plateforme de cognitif. Donc je vois pour moi évidemment ce succès des robots aussi autour du fait de pouvoir dire je fais fi des silos, y compris quand l'information elle n'est pas comprise dans le SI de l'entreprise, mais en dehors de l'entreprise, puisque vous avez parfois des robots qui vont chercher de l'information sur des sites externes, sur des portails du gouvernement ou de partenaires, ou qui vont en déposer. Donc aujourd'hui, ce silotage, il a participé évidemment au succès des robots. Il est lié au legacy évidemment, à l'histoire des systèmes d'information. C'est pas facile d'avoir un système d'information avec un data lake unique et des API partout. Quand on est Amazon et Jeff Bezos, ça fait 40 ans qu'on y travaille, on a réussi à le faire. Et puis malheureusement, la plupart de nos entreprises n'en sont pas à ce niveau-là.
Pour revenir à un point qui me paraît important au demeurant, et moi je le dis à tous mes clients, c'est pas parce qu'on met des robots et des nouvelles solutions cognitives qu'il faut abandonner une stratégie de données et une stratégie d'apéisation. Il faut au contraire intégrer ces éléments-là comme des accélérateurs et aujourd'hui les utiliser concrètement à amener des capacités au métier qui sont en demande forte et pour autant inscrire tout cela dans une trajectoire qui permette au SI de continuer à évoluer et évidemment d'aller vers une excellence la plus importante à terme. Alors, l'intelligence artificielle, on l'a dit, il faut la nourrir avec des données, mais elle permet aussi d'enrichir ces données. C'est un des objectifs de cette plateforme, c'est d'arriver avec le temps à enrichir ces données et à obtenir peut-être des choses qui n'étaient pas attendues au début. Tout à fait. Justement, un des exemples qu'a très bien illustré Julien, c'est la capacité à pouvoir justement récupérer un ensemble de données aussi qui peuvent être à l'extérieur du SI. Et aussi l'enrichissement à travers tout simplement des logiques de data science, en fait, finalement, de machine learning, où on va pouvoir appréhender tout un historique, comme je l'évoquais dans le cas d'usage où il fallait mettre en place un moteur de recommandation. Cet enrichissement a permis de donner en fait des indicateurs, qui est dire que par rapport à un profil de risque, si je reprends en fait la plateforme de recommandation dans un contexte bancaire, par rapport à un profil de risque d'un client, par rapport à une contrainte réglementaire, par rapport à ce qui nous paraît être le plus pertinent en termes de proposition pour un client donné, eh bien voici en fait ce qui nous apparaît en fait comme étant la bonne proposition, la bonne offre. Et ça part bien sur un des points qui est en fait par rapport à un profil de risque qui va être remis en perspective avec le machine learning et la data science. Et donc cette plateforme, c'est vraiment relié en fait sur une seule et même solution toutes les capacités qu'on va pouvoir emboîter en fonction des cas d'usage sur les sujets en fait d'automatisation. D'accord. Je rappelle aux spectateurs que vous pouvez en direct nous poser vos questions s'il y a des points que vous souhaitez soulever. Donc par rapport aux données, l'intelligence artificielle va permettre, donc vous disiez, d'enrichir les données, d'obtenir des choses, faire en quelque sorte émerger des logiques qu'on n'avait peut-être pas vues à la base. Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est un peu comme toujours la logique, on va dire pas floue, mais on va dire la nuance ou les zones grises. Je vais prendre un autre cas. On a parmi nos clients les moyens de paiement aussi qui sont utilisateurs de notre plateforme pour tout ce qui va être fraude au niveau des paiements, donc à la transaction bancaire. L'un des grands acteurs qui émergeait en fait dans les années, je crois bien 90, si je ne me trompe pas, utilise notre plateforme et en quelques millisecondes doit appréhender finalement cette zone grise. Est-ce que finalement on est dans un contexte de risque? Et c'est pas une réponse oui non, ça c'est facile. C'est plutôt en fait une suite de situations qu'on a gardées en mémoire par rapport à Monsieur Frédéric Tastet, qui était par exemple censé être habituellement en région parisienne, et puis il a pris peut-être un avion pour aller à New York, mais bizarrement on a une transaction à Moscou. C'est bizarre. Donc là, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, c'est cette logique-là qu'on va pouvoir appréhender, ou en tout cas mettre en place, mettre en musique, avec ce type de solution. D'où, après, encore une fois, l'élément qui est important, et je trouve que c'est bien, en fait, d'avoir justement ce couple fournisseur de technologie et l'instrumentiste, finalement, parce que ça nécessite une expertise au niveau métier, business analyst, pour faire accoucher de toutes les règles, de toute la logique métier, le processus, et c'est pas si évident que ça. Une expertise technique, parce que tout ça doit être mis en place dans un contexte d'un client, et des clients qui sont des contextes faciles, d'autres moins faciles, et donc il faut les faire lever, et donc des fois, justement, Julien évoquait, voilà, pour pouvoir regrouper de la donnée, on peut parfaitement utiliser des fois le RPA comme un accélérateur, parce qu'on ne va pas attendre d'avoir mis 10 ans à construire son data lake pour commencer à proposer la réponse ou la promesse qui va bien. Donc, et c'est ce couple-là. Nous sommes un fournisseur d'instruments. Je prends souvent cet exemple-là, mais je l'aime bien en fait parce qu'il est réel et ça correspond vraiment bien en fait en plus à notre ère où il faut combiner différentes expériences. Donc, on fournit un instrument qui se veut le plus complet possible pour appréhender un ensemble de notes
qu'on aimerait pouvoir adresser, et ensuite charge au bon partenaire, à Deloitte, de pouvoir justement l'appréhender. Ouais, je pense, merci de parler de notre couple, hein, Frédéric. Mais je pense que c'est aussi symptomatique de ce qu'on voit dans les entreprises, enfin en tout cas nous, ce qu'on recommande autour de ces nouvelles technologies, que ce soit la RPA, le cognitif ou la data science. On recommande très clairement d'avoir un binôme, un nouveau binôme. Alors ça va faire rire tout le monde puisque les compétences existent dans les entreprises, mais d'avoir une alliance de l'IT et des métiers. Malheureusement, souvent, ça a été des compétences qui ne travaillent pas nécessairement dans la même pièce et qui ont tendance à avoir un effet tunnel et pour parfois quelques désagréments autour des projets. Et aujourd'hui, autour de ces nouvelles technologies, et en tout cas c'est comme ça nous qu'on l'appréhende, qu'on le recommande et qu'on crée les centres d'excellence chez nos clients, on dit vous ne pouvez plus être à des endroits différents et ne pas être ensemble sur les projets. Il faut la compétence technologique et une compétence métier forte. Pourquoi? Puisqu'en fait, ces nouveaux outils vous donnent à la fois des capacités d'optimisation de votre existant, donc on va prendre en charge des processus, on va les optimiser et ainsi de suite, ou bien vous pouvez aller chercher des choses que vous n'avez jamais faites encore. Donc là, vous faites du prospectif, et là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut aller sur des capacités qu'on n'a jamais osé traiter, notamment du fait de volumes d'informations qui sont intraitables par un opérateur humain. Moi, j'ai énormément de process en tête où on utilise un outil de diagnostic automatisé, donc c'est un moteur de règles, parce qu'en fait, si l'humain devait faire ça, il a 450 data points à traiter sur 225 règles métiers en instantané parce qu'il a un client au téléphone. Vous m'excuserez, mais en fait, personne ne peut y arriver. Alors, les vieux briscards, les gens qui ont de l'expérience vont vous dire « mais moi, j'y arrive, aucun problème ». La réalité, c'est qu'il y a un biais cognitif et ces gens-là répondent à leurs clients potentiellement eux-mêmes en erreur par rapport à ce qui est demandé par l'entreprise en termes de compliance, conformité, de marketing, de legal et ainsi de suite. Et donc, on va assister ces opérateurs humains à donner quoi finalement? De l'immédiateté, puisque c'est ce que tout le monde recherche, de la réactivité et de l'immédiateté, sur un volume de données extrêmement important, ou bien dans la recherche de signaux faibles. Donc, on en parlait tout à l'heure, on ne parle pas que de banque malheureusement, mais aujourd'hui, on a autour de ces métiers-là le besoin de trouver une seule transaction qui peut laisser penser à quelque chose et puis éventuellement déclencher des choses derrière. On peut faire le parallèle sur tout un ensemble de métiers, autour du marketing, dans d'autres industries. Mais la recherche de signaux faibles, c'est pas facile pour un opérateur humain. Finalement, c'est chercher une aiguille dans une meule de foin, et c'est bien à ça que doivent être dédiées les machines, les serveurs, les solutions informatiques, le cognitif, l'automatisation, aussi à ces capacités extrêmement renforcées. Alors je vous propose de prendre une première question des spectateurs. En fonction de l'état des données existantes, que peut faire la plateforme BAI s'il y a beaucoup de trous dans la raquette? Et est-ce que ça peut exiger par exemple une mise en ordre du transactionnel? D'accord. Bon, par rapport en fait à la cohérence des données existantes, ce que peut faire BAI, d'une part, j'essaye d'illustrer, de trouver en fait une illustration pour adresser cette question-là. La plateforme BAI va adresser vraiment toute la logique métier. Premier point. Donc, si la donnée n'existe pas, ça va être compliqué de pouvoir la créer, ou en tout cas de la traiter si on n'a pas. Mais si la question, c'est dans un contexte où finalement la donnée est dispatchée en fait, finalement, dans différents systèmes, comment je le fais? Eh bien, je prends l'exemple de la pâte à modeler, finalement. Et c'est exactement cette situation-là. L'objectif, c'est pas créer en fait une nouvelle source de données spécifique à en fait les plateformes d'automatisation, mais bien s'appuyer sur l'existant. Donc, pour quelle raison je parlais de cas d'usage? Et je pense que là, ça va commencer à être un peu plus parlant quand j'évoque ça. C'est tout simplement, on va s'intéresser au processus. Le processus, il va s'exprimer. Il va s'exprimer dans une logique. Voilà, aujourd'hui, moi je me réveille le matin, j'arrive au bureau, je vais faire mon écran, en sorte que mon écran s'allume et commencer à récupérer des données. Ça, c'est une première étape. Cette donnée, en fait, je vais l'analyser, je vais faire un traitement, puisque je vais me dire, tiens, on est dans tel contexte, je ne sais pas, par exemple, pour pouvoir affecter du matériel à différents types de fournisseurs ou clients potentiels, eh bien, je sais que dans ce contexte-là, il vaut mieux prioriser, en fait, ce matériel-là à tel endroit et tel endroit. C'est une logique métier. Ensuite, une autre personne va instruire pour pouvoir, en fait, compléter, en fait, la commande, en disant, tiens, j'ai ce matériel
matériel-là qui est présent, mais tout un ensemble de choses qui me manquent, qu'il faut compléter. Eh bien, ça, c'est un énoncé en fait logique. Cet énoncé logique, c'est ce que va faciliter en fait la solution, en pouvant récupérer toute cette logique, cette phrasé en fait qui exprime un processus, et à chaque terme, on va avoir en fait une donnée. Parce que quand on va dire qu'on a un client, le client, ça va correspondre à quelque chose dans le système d'information. À la base de données ZXBVRW, un truc imprononçable, et non pas forcément en base de relationnel client, eh bien, on va pouvoir l'associer. Donc, en gros, on va exprimer la logique métier. On va s'intéresser aux éléments clés qui doivent reposer sur un système d'information pour dire, tiens, cet élément client, on va tirer un tuyau, on va lui dire que ça correspond à telle source d'information dans le système d'information. Et donc, ce qui fait qu'après, on peut avoir des sources d'information qui soient complètement disparates ou hétérogènes ou dispersées dans le système d'information, puisqu'à chaque fois, on va pouvoir relier la bonne logique métier ou le bon mot métier à la bonne source de données qui lui correspond. J'espère avoir été clair. On a parlé à plusieurs reprises de l'État existant, oui. le SI existant. Oui. Est-ce que ça va être toujours possible de s'interfacer avec ce qui existe, ou est-ce que ça peut être parfois une difficulté ? Oui, parce qu'en fait, on est dans la logique où on ne doit pas proposer un autre chemin bloquant au client, mais plutôt une autre proposition pour faire face à ces enjeux. Donc, je prendrai après l'autre situation aussi, c'est qu'on est IBM, donc on a quand même produit des machines qui sont assez anciennes. Donc, le propos de nos solutions, c'est de pouvoir répondre à cette hétérogénéité, à savoir aussi bien des SI qui peuvent être anciens, avec des technologies qui peuvent être un peu obscures, ou qu'on a oubliées, mais aussi des technologies qui peuvent être plus récentes. Et donc, ce n'est pas un frein. La question, c'est plus le comment. Et là vient encore une fois la partie expertise du chemin et de la méthodologie. Oui, aujourd'hui, il y a de moins en moins de barrières technologiques, en tout cas à l'intégration. On a, et notamment la RPA peut être un moyen, ça peut être un middleware sur des systèmes legacy qui n'ont pas nécessairement de connecteurs existants. Mais au demeurant, moi j'ai bien vu depuis une dizaine d'années l'explosion du nombre de connecteurs possibles, même avec des technologies assez anciennes. Donc je dis pas que c'est toujours facile, attention, il y a un effort. Maintenant, moi je n'aime pas entendre de certains de mes consultants que c'est impossible. Je pense qu'en informatique, tout est possible. C'est une question d'investissement, de temps et de volonté. Et globalement, aujourd'hui, l'intégration et le changement d'un SI, on voit des choses formidables qui sont faites par nos clients. Moi, j'ai des clients qui ont 1700 technologies dans leur SI. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont besoin de rationaliser, d'aller vers quelque chose d'un peu plus intégré et puis d'un peu plus facile à manager. Mais en tout cas, ils en prennent le chemin. Ils se donnent les moyens d'eux et ils vont y arriver. Évidemment, par rapport à certains qui ont refondu leur SI autant de fois que possible, comme Amazon dont je parlais tout à l'heure. Je prends cet exemple-là, puisque Amazon, n'importe quel département d'Amazon n'a pas le droit de livrer un service à un autre département s'il n'y a pas une API derrière. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous rentrez chez Amazon, vous n'avez pas le droit d'avoir un badge si le département ressources humaines ne vous a pas fourni une API qui permet de créer ce badge physique dans une réalité. Ce que ça veut dire, c'est que demain, l'automatisation chez Amazon, c'est juste enchaîner les briques et les API, et la data est disponible pour tout le monde. C'est sans doute ce qu'on aimerait tous avoir chez nous. Il faut en prendre le chemin, c'est pas facile, mais en tout cas, on voit de très belles choses faisables, et il n'y a pas d'impossibilité à proprement parler. D'accord. On va prendre une autre question des spectateurs. Quel est le mode d'utilisation de BAI? Est-ce qu'on va être en cloud? Est-ce qu'il faut installer ça sur ses propres ressources, sur les ressources de l'entreprise? Eh bien, les deux sont tout à fait possibles, à savoir que c'est une plateforme qu'on peut parfaitement se connecter sur un mode SaaS, donc software as a service, dans le nuage, ou qu'on peut déployer en fait directement dans le SI du client. D'accord. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais vous disiez que ce type de projet, c'était l'occasion de faire travailler ensemble des équipes qui habituellement sont peut-être un peu chacune de leur côté. Qui est-ce qu'il va falloir impliquer? Qui vous conseillez d'impliquer dans l'entreprise pour mettre en place un projet comme ça? Je vais laisser peut-être Julien.
Oui, alors bon, forcément, c'était avec un petit sourire, mais on le voit hein, réellement dans nos missions. On prône beaucoup depuis quelques temps l'agilité. Alors l'agile, c'est un mot à la mode. Nous, on aime faire en sorte que ce soit un peu plus qu'un mot à la mode, mais une réalité dans les entreprises. On n'aime pas avoir des positions d'ayatollah non plus sur l'agilité qui peut être contraignante si on prend vraiment tous les dogmes de ces sujets, mais c'est des recommandations et c'est des méthodes projet. Et dans ces méthodes projet, on fait de la colocalisation avec, donc on parlait des experts métiers, donc les experts métiers peuvent être des gens qui sont dédiés à la formation ou des experts opérationnels des processus qui sont directement dans des back-office, dans des front-office, mais qui sont vraiment au contact des processus. Donc ces gens-là, on aime évidemment bien les avoir dans la phase de discovery et de définition finalement de ce qu'on va chercher à obtenir. Avec, moi je prends toujours des opérationnels, donc j'ai fait des très jolies choses avec des échanges qui se sont faits à la machine à café. Enfin, littéralement, ça faisait rire puisque la démarche venait du national et donc on m'envoyait en province et les plus belles améliorations qu'on a pu faire avec des solutions de la sorte, on les a trouvées à la machine à café. Donc c'est important d'être proche des métiers et puis après d'être proche des systèmes et des technologies. Donc chaque SI a ses particularités, chaque application a ses petites particularités. Quand on pose un système qui peut être exigeant, je vois tout à l'heure une question qui va arriver sur l'exigence de ces nouvelles solutions sur le SI, il faut être précautionneux. Je sais, et ça se sait, sur la place parisienne, il y a quand même des gens qui ont eu quelques problèmes hein, avec des robots qui ont attaqué des applications un peu violemment, en essayant d'en faire trop dans un espace de temps trop léger. Donc il faut prendre ces contraintes en compte, savoir si on y va d'ailleurs avec un robot RPA ou une API, puisqu'en notion de temps réel, on n'est pas sur la même chose. Hein. Un robot, il va passer par une interface, il va prendre les temps de transaction, donc on ne va pas nécessairement être dans une instantanéité. Moi je reviens aussi sur le fait de dire, on en parlait tout à l'heure, pourquoi avoir à un endroit des API, à un autre endroit des robots. On vend des solutions, aujourd'hui on livre des solutions. Donc cette équipe-là, elle vient se complémenter d'architectes, qui sont des architectes solutions ou systèmes. On fait une petite équipe, alors nous on prône des équipes hein, dites à taille de pizza, donc si l'équipe dépasse ou ne peut pas se nourrir dans une réunion avec une seule pizza sur la table, c'est qu'on considère qu'il faut peut-être changer un peu les choses ou scinder en différents projets. On pense qu'en termes d'agilité, notamment, ça permet d'avoir une meilleure réactivité. Et on a, voilà, avec ces différents profils autour de la table, de très belles choses qui peuvent être faites. Donc une façon de travailler qui va un peu au-delà parfois de la façon dont les SI traditionnels peuvent être organisés. Oui. Alors vous anticipiez sur une question suivante. Est-ce que cette plateforme BAI peut être compatible avec, vous parliez tout à l'heure de la réactivité, avec des applications qui ont des besoins de fonctionner en temps réel, mais de façon assez exigeante? Oui, tout à fait. On peut être dans les différents modes, que ce soit en fait en séquentiel ou on va dire en batch la nuit ou en temps réel. J'avais pris l'illustration des moyens de paiement. Où dans la milliseconde, c'est-à-dire que c'est même pratiquement transparent, c'est-à-dire que vous allez faire une transaction, et bien il y a tout un ensemble de logiques qui sont appliquées, automatisées, avec de la data science, pour savoir si oui ou non on peut vous autoriser à faire ce paiement. On a aussi des contextes où dans l'industrie, dans l'affectation des matériaux, voilà, en gros c'est un gros acteur qui fabrique du métal et la qualité de son métal va définir aussi l'affectation en termes de clients. Sans automatisation, d'une logique qui permettait de mesurer en fait le métal sorti en bout de chaîne et la demande qu'il peut avoir de l'autre côté, il y avait toute une proportion de déchets qui n'étaient pas affectés. Parce qu'on n'avait pas pensé à corréler ça avec tout un ensemble de clients qui disaient « mais moi je veux du 3, et mince, j'en ai produit 3 tonnes de 3 et je n'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un qui en voulait ». Bien, avec des logiques d'automatisation où on va récupérer les données de la machine en fait, qui fabrique tout cela, des usines, eh bien, on est en mesure de pouvoir corréler ces données-là avec la demande des clients, et donc le SI des commandes tout simplement. Et là-dessus, il y a un taux de réutilisation, plutôt de réaffectation qui est énorme, et donc un taux de perte qui est minimisé au maximum, et un gain qui est magnifique pour l'entreprise.
Autour de ces sujets-là, moi je pense que ce qui est extrêmement important, c'est qu'au début du projet, on connaisse bien les exigences et les contraintes des métiers. J'ai quelques projets où finalement, à la veille de la mise en production, on a découvert que justement le métier ne souhaitait pas un traitement first in, first out, en disant du moment que c'est fait dans les 24 heures, il n'y a pas de problème. Le métier nous dit, la veille de la mise en production, il faut que ce soit traité dans les 4 minutes, chaque mail qui est reçu. Autour d'un processus de clôture dans des centres de services partagés finance qui effectivement sur 5 jours ont un pic d'activité phénoménal et ainsi de suite, on nous impose la veille de la mise en production ce niveau d'exigence qui n'est pas celui du centre de services partagés. C'est ça qui est assez formidable. C'est-à-dire que on a construit sur plusieurs semaines, mois, une solution avec des robots et du cognitif qui rendait ces services. Et puis finalement, aujourd'hui, l'équipe humaine, elle ne permet pas d'atteindre ce niveau de service. Mais on a un niveau d'exigence bien supérieur et on ne l'a pas énoncé au préalable. Et donc ça, c'est un problème, puisque quand on conçoit une solution, on va s'orienter vers une technologie plutôt qu'une autre, vers une exigence de performance plutôt qu'une autre. Et donc c'est important de comprendre ces enjeux-là d'entrée de jeu. Je crois effectivement que ces outils sont fantastiques, on peut faire des choses incroyables, mais encore une fois, l'agilité, c'est pas non plus attendre la dernière minute pour dire au passage, voilà, ma maison, je la veux pas là, je la veux là ou je la veux à l'envers. C'est voilà, il faut que ce soit un chemin tous ensemble. Et plus les exigences sont prises en compte dès le départ, plus c'est facile pour toute cette équipe de créer ces solutions. Et quand on parle de plateforme, en fait, dans une plateforme, on va avoir différentes options. Et il y en a certaines qui vont être plutôt temps réel, d'autres moins en capacité de livrer en temps réel. Et en fonction du besoin et des contraintes, on va adapter la solution qu'on va créer. Encore une fois, je pense qu'on arrive à faire à peu près tout ce qu'on veut, du moment qu'on sait vers quoi on doit aller. Voilà. Alors vous avez cité chacun différents exemples de cas d'application. On voit qu'on peut faire plein de choses. Vous disiez au début, Frédéric Tastet, qu'il s'agit d'automatiser les processus au sens large. Est-ce que n'importe quel secteur d'activité, n'importe quel type d'industrie peut s'adresser à vous et tirer profit de cette plateforme, ou est-ce que malgré tout, il y a quand même un périmètre bien défini? Non, il n'y a pas vraiment de périmètre défini. On est vraiment dans l'ère du digital. Quand on dit transformation digitale, ça peut être un peu galvaudé, mais c'est que tout est digital. L'usine qui voyait peut-être son informatique comme un centre de coût, tout simplement, se retrouve à se dire, bah mince, finalement c'est un centre de profit, parce que tout est donné. J'avais pris l'exemple de la fabrication de matériaux. Imaginez en fait si d'un seul coup on voit la chose un peu plus autrement, avec vraiment ce biais que tout est digital, toutes les portes que peuvent enfoncer en fait ces entreprises-là pour améliorer leur efficacité. Et donc en ça, non, toutes les entreprises peuvent être intéressées par cela, parce qu'à minima, il y a toujours en fait des back-office sur les fonctions support qui peuvent être intéressées, donc finance, support au niveau RH, achat, etc. Et même dans leur cœur de métier, ils sont amenés à utiliser en fait des choses qui sont de plus en plus informatisées et qui produisent de la donnée et qui donc peuvent être en fait améliorées avec ces logiques-là. Je prends souvent l'exemple tout simple, qui est une entreprise finalement. C'est une organisation qui repose sur des hommes et des femmes et qui vont ensuite opérer quoi? Des tâches, des décisions, des processus. De tout temps, c'était ça. La différence, c'est que après, on n'avait peut-être que le levier organisation pour pouvoir améliorer ces tâches, ces processus et ces décisions. Maintenant, on a le levier en fait digital qui peut améliorer l'ensemble et qui s'insère vraiment dans ce quotidien. Pour moi, je vois ça comme finalement l'histoire de l'informatique, c'est ni plus ni moins que le début de l'automatisation et des choses qu'on faisait manuellement, on arrive à les faire de plus en plus avec un outil. Donc c'est une entreprise outillée. Aujourd'hui, grâce à l'automatisation, le cognitif, finalement, on franchit un nouveau cap qui est de dire que finalement le système peut de lui-même prendre des décisions ou accompagner ou aller sur des dimensions qu'on n'était pas capable de traiter. À ce titre-là, il n'y a aucune limite évidemment en termes d'industrie. Moi, j'ai fait des très très gros projets de robotisation et de cognitif dans l'énergie, dans les telcos, dans les mutuelles, dans les assurances, dans les banques évidemment. Banque et assurance, c'est toujours pour la robotisation un grand sujet, mais aussi dans l'aérien. Et il y a vraiment assez peu de limites. Participer au fait de pouvoir avoir du McDonald's livré à domicile dans un pays, puisqu'en fait il fallait faire le lien entre deux systèmes et le seul moyen de faire, c'était soit de prendre des humains qui allaient faire finalement la bascule entre ces deux systèmes, ce qui est un peu triste. On a des très jolis serveurs, des très jolies solutions et ainsi de suite, et puis on va avoir un humain qui va faire 200 copier-coller pour la commande d'une certaine personne entre deux applications. Et donc là on a mis un
système de robots qui faisait exactement ça. Et donc finalement, moi je vois ça comme un levier formidable pour toutes les industries et toutes les capacités. Pour reprendre les exemples qui ont été donnés, dans une entreprise, il y a tellement de fonctions différentes. Je vais même jusqu'à penser, et on a des expériences sur le sujet, que chaque fonction peut être assistée. Et aujourd'hui, on va éventuellement aller vers un système où chaque entreprise ou chaque employé pourra avoir un robot qui l'assistera. Donc on le voit dans l'usine, alors on parle ici à l'usine digitale, hein, mais l'usine des temps modernes, elle est de plus en plus accompagnée. Et vous avez des robots autonomes qui font du travail, et vous avez ce qu'on appelle des cobots. Et des cobots, c'est des robots qui travaillent avec vous. Donc vous faites une partie du travail, et puis le cobot, il va reprendre la main, et puis vous avancez de concert. Et finalement, ce qu'on a vu dans l'usine traditionnelle, on est en train de le voir dans les services et dans les industries, avec l'arrivée de ces robots logiciels, de ces solutions cognitives qui complémentent ces robots logiciels, de ces solutions. Et globalement, les perspectives de croissance et d'optimisation dans le domaine sont absolument incroyables. Et on a aujourd'hui des très jolis exemples d'intégration avec finalement aussi des entreprises qui vont maintenant en faire un axe stratégique. Donc ça devient extrêmement important, un choix d'un conseil d'administration de dire écoutez, on va arrêter de tout faire à la main, on sort de la manufacture et on va vers quelque chose d'industriel qu'on peut piloter mieux, parce que je reviens aussi sur un point qui est important derrière ces solutions, c'est le temps réel dans les indicateurs. Et donc ça veut dire que sa performance opérationnelle ou ses opérations, on peut les piloter en temps réel. Auparavant, on a des reportings qui sont consolidés par des équipes humaines, et puis tous les 5 jours ou à J+3, J+5, J+6, on obtient des indicateurs, et donc c'est compliqué de piloter. Aujourd'hui, voilà, c'est bête, mais ce type de solutions peuvent reporter à quasiment chaque clic ou chaque opération qui sont faites. Et donc, moi je sais que j'ai un client qui voulait qu'on soit plus rapide que 5 secondes. On disait qu'on était à temps réel, on était à 5 secondes. On a réussi à faire descendre le temps de reporting à moins d'une demi-seconde sur des centaines de milliers de transactions par jour, chose qu'il n'avait jamais eu jusque-là, avec ses back-office qui opéraient cela. Voilà. Alors on a une question, quelqu'un nous demande si vous avez en tête des applications de cette plateforme BAI dans le domaine de la direction financière. Oui. Oh oui, plusieurs. Plusieurs. On a pu être amené en fait à avoir des sujets de collaboration justement avec Deloitte sur ce sujet, puisque Julien l'évoquait sur la partie back-office des fonctions finance. On a aussi des sujets autour de tout ce qui concerne la conformité dans la direction financière, aussi les ajustements. Je prends peut-être l'exemple des ajustements parce que ça parle à tout le monde généralement. Et finalement, toute entreprise, quand on commence à avoir finalement des natures de produits, de services qui sont différents, qu'il va falloir à un moment donné consolider, doit ajuster tout cela pour avoir en fait une vision consolidée du groupe. Tout ça, c'est soumis en fait à une réglementation, aussi à une politique de l'entreprise et des fois en fait à des contraintes parce qu'il y a des audits par rapport à cela. C'est autant de choses qu'on peut extraire, formaliser avec justement notre outil, cette logique métier et l'automatiser. L'automatiser pourquoi? Gagner du temps. En gros, des fois, on voit des directions et leurs équipes au niveau des back-office qui courent après la donnée pour espérer être dans les temps de la réconciliation ou de l'ajustement. Sans avoir finalement tout ce temps de qualité qui est de prendre la hauteur sur l'ajustement une fois qu'il est réalisé et dire ok, dans la politique d'entreprise, dans sa stratégie, il serait intéressant de prendre ça en compte. On revient après au point qu'évoquait Julien, à savoir que le temps réel ou l'ajustement au plus près, au plus vite, permet en fait de débloquer en fait du temps pour pouvoir être plus performant parce qu'on va pouvoir vraiment mettre en perspective ces données. Eh bien ça, c'est tout à fait possible. L'ajustement comptable, comptable avec je ne sais trop quoi, avec les ventes, avec tout un ensemble d'indicateurs, compte à risque ou autres contraintes. Donc ça, c'est une chose qu'on a pu faire. Et puis Oui, effectivement. Alors autour de la consolidation, beaucoup de choses. Dont j'en parlais tout à l'heure avec les centres de services partagés, la gestion des fournisseurs. On sait que les entreprises ont finalement un nombre de fournisseurs relativement démentiel, avec un nombre de factures à gérer très important. Donc là, on a aussi à prendre en compte l'existant. Il y a un certain niveau de digitalisation existant sur ce process ou pas, mais qui peut être complémenté en général de différentes solutions. Nous, en interne aussi, chez Deloitte, maintenant, on commence à beaucoup travailler ce domaine-là. On travaille typiquement les ordres de sous-traitance interne avec les mouvements financiers au sein de l'entreprise. Auparavant, on avait plusieurs personnes qui passaient leur journée à faire passer des mouvements entre
Bon voilà, un département et un autre, et puis on parle de dizaines de milliers de mouvements par an pour une entreprise comme Deloitte France, et aujourd'hui on va coupler une solution bête et méchante de robotique avec un niveau de contrôle supérieur, puisqu'en fait ce qui était fait auparavant, c'est que l'ordre de dépense il était passé quoi qu'il arrive. L'opérateur humain il ne commençait pas par se dire est-ce que l'ordre de dépense a du sens, est-ce que l'opérateur qui me le demande ou la personne qui me le demande a le droit de me demander ça, et ainsi de suite. Moi je le dis souvent, puisqu'on décompose ce type de solution, on dit attention à la sécurité, Je dis, vous savez, ces solutions, elles peuvent être en meilleure sécurité qu'aujourd'hui vos processus humains. Et puis, on va aller vers d'autres types de processus. Ce qui est important, et je pense que ça enchaîne aussi avec ce qui va venir, mais c'est de bien choisir le quick win, le premier process sur lequel finalement on va s'appuyer, puisqu'il ne faut pas que ce soit déceptif. Il faut pouvoir embarquer finalement autour de cette initiative d'autres initiatives, mais ça passe par un sponsorship qui va être satisfait finalement de cette première réussite, de ce premier proof of concept, de cette première intégration de la technologie, pour en voir à la fois des bénéfices réels, mais une vraie capacité d'intégration dans l'entreprise. Donc le choix du premier processus est extrêmement important, que ce soit pour une direction financière, une direction des ressources humaines, une direction de la clientèle ou ainsi de suite. Et puis finalement, cette approche par direction, de plus en plus, on arrive quand même à des groupes maintenant qui viennent nous voir en nous disant « Moi j'ai une stratégie, je travaille dans 65 pays, donc je ne vais pas travailler pays par pays, je ne vais pas travailler direction par direction, on va lancer un programme de digitalisation et d'automatisation massif dans tous ces pays. Et là, effectivement, on fait fi de ces barrières qui parfois n'ont pas beaucoup de sens, puisque ces barrières sont liées à la manière dont les humains travaillent. C'est-à-dire qu'un process, à un moment, il commence dans les ressources humaines, puis il passe en direction financière, puis il repart ailleurs. Et donc on a créé cette direction-là pour manager des humains, mais finalement, quand on met une solution transverse, on peut faire fi de ces barrières. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. On va conclure. Merci Frédéric Tastet d'IBM, Julien Kopp pour Deloitte. Merci également aux internautes d'avoir suivi, d'avoir posé leurs questions. Ce webinaire, vous pouvez le retrouver dans les minutes qui suivent sur le site de l'usine digitale. Vous pourrez le retrouver en replay et dans les semaines à venir. Merci beaucoup. Merci. Merci.